Salut à tous et bienvenue pour cette quatrième partie du défi un livre mémorisé par semaine pendant 52 semaines, donc 52 livres. Cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer au livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation. C'est un livre qu'on m'a recommandé depuis très longtemps. Et ce n'est que cette semaine, en 2018, que j'ai décidé de m'y atteler. Alors pourquoi j'ai attendu aussi tard alors que c'est quelque chose qu'on me recommandait absolument tout le temps? Et bien tout simplement parce que à l'époque on recommandait deux livres. Il y avait celui-ci et puis Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Et ce petit traité à l'usage des honnêtes gens, c'est difficile à dire ça plusieurs fois d'affilée. 60 plaintes, qu'est-ce? Le truc, c'est que j'avais commencé à le lire, j'avais même fini, mais il était rudement pénible. En fait, j'avais tout simplement détesté la lecture de cet ouvrage, et je me suis dit que, comme on conseillait également Influence et Manipulation de Cialdini, que ça allait être la même chose. Donc j'ai remis ça plus tard, en fait, j'ai procrastiné la lecture de ce livre qu'on me recommandait à tout prix de lire. Je regrette d'avoir mis aussi longtemps pour m'y mettre, parce que c'est véritablement une perle. J'y reviens tout de suite. Le truc qui se casse la gueule trop fort. Influence et Manipulation de Robert Cialdini. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas le livre avec la couverture violette qu'on a l'habitude de voir, j'ai acheté le livre au format poche. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je savais que j'allais partir quelques jours cette semaine et donc j'avais besoin d'un livre qui était facilement transportable. C'est pourquoi j'ai opté pour la version poche. Ça tient facilement dans la poche, comme son nom l'indique, et en plus, ça me permet de lire beaucoup plus facilement les choses. Comme ça, quand j'attends 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est beaucoup plus facile à sortir le livre et hop, à lire 2-3 pages. Heureusement que j'ai fait ça, sinon je pense que j'aurais eu du retard pour ce défi. Parce que venons-en aux chiffres. D'après mes calculs avec la méthode que je vous ai enseignée ici, le livre possède environ entre 107 000 et 112 000 mots. Donc, c'est pas autant que le livre de Bruce Benhamran, prenez le temps d'y penser, tome 1, mais c'est quand même un très gros livre. Ce qui veut dire qu'avec ma vitesse de lecture rapide à 500 mots minute, je ne vais pas au-delà parce que j'aimerais en garder le maximum, cela me prenait environ 32 minutes de lecture par jour et un minimum de 54 pages lues. Donc voilà, c'est très important de faire je trouve, hein, si vous voulez vous lancer un jour ce défi, c'est très important d'éclaircir un petit peu l'objectif pour voir combien de temps ça vous prendrait de lire un tel ouvrage. Là, c'était un petit peu plus chaotique parce que du coup, j'ai pas lu autant que je le pouvais, surtout en début de semaine, donc à la fin, ça s'est un petit peu accumulé. J'ai dû vraiment lire beaucoup pour terminer ce défi juste à temps. J'y suis arrivé et de toute façon, je ne regrette pas parce que c'était une lecture passionnante. Et je vais tout de suite en venir sur le sujet. Donc maintenant qu'on a parlé chiffres un petit peu, parlons-en maintenant contenu. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? C'est donc un classique à ne pas manquer. Il est axé autour des 6 principes qui sont fondamentaux au niveau de l'influence et de la manipulation. Robert Cialdini a écrit ce livre d'abord dans un sens de protection, c'est-à-dire que en tant que consommateur lui-même, en tant que chercheur, en tant que père de famille, en tant que quelqu'un de la vie de tous les jours, il a d'abord écrit ce livre parce qu'il cherchait à décortiquer comment ça se faisait qu'il se faisait avoir à chaque fois, entre guillemets, par les commerçants, par les vendeurs en porte-à-porte, par ses amis qui essayaient de lui faire acheter des trucs, par ceux qui se présentaient à lui et qui essayaient de lui faire souscrire à des plans dont il n'avait nullement besoin. Il a décortiqué tout ça autour de 6 principes, et ces 6 principes, les voici. Le premier, c'est la réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour schématiser un peu, la règle de réciprocité dit que si je vous fais une faveur, si je vous accorde une faveur, même si elle est vraiment minime, eh ben en retour, vous allez être tenté de m'en faire une également. Si je vous offre un cadeau, si je vous accoste dans la rue en vous offrant un cadeau, en vous disant c'est pour vous garder là, vous allez statistiquement avoir beaucoup plus de chances de répondre favorablement à une requête que je vais vous faire. C'est ça le principe de réciprocité. En fait, c'est vous vous sentez quelque part redevable. Alors ça peut être consciemment, ça peut être même forcé. On peut vous faire bien comprendre que vous êtes redevable. Là, c'est dans la manipulation un peu plus agressive, mais c'est surtout, en fait, inconscient. C'est-à-dire que naturellement, l'être humain, dans un but de coopération, il va avoir envie de mettre le score à égalité et donc d'accorder en retour une faveur. C'est la réciprocité. Et ça, c'est un mécanisme qui est très puissant, qui est la plupart du temps inconscient,
qui peut être commandé et qui est très utilisé par les gens qui essayent de vous influencer et de vous manipuler. C'est également quelque chose qui est très utile en négociation. Quand quelqu'un descend un petit peu son prix, il attend de vous que vous descendiez un petit peu le vôtre pour continuer la négociation. Si vous restez ferme, vous risquez de briser tout contact. La réciprocité, c'est ça. C'est le fait de remettre le compteur à zéro, vous le faites naturellement en tant qu'être humain. Robert Cialdini utilise un tas d'exemples, un tas d'expériences qui ont été menées, c'est très accessible, c'est très facile à lire, vraiment je vous le recommande pour la facilité de lecture qui m'a complètement réconcilié avec les ouvrages sur le sujet, vu que petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, c'était pas du tout la même chose au niveau contenu, quoi. C'était beaucoup plus difficile d'accès, j'ai trouvé. Après, peut-être que j'étais pas dans le bon mood pour le lire. Le deuxième principe que Robert Cialdini met en avant, c'est celui de l'engagement. Si j'arrive à vous faire prendre un engagement, aussi minime soit-il, vous allez être tenté de respecter non seulement cet engagement, mais de montrer une position cohérente vis-à-vis de cet engagement. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que quelqu'un vous démarche, je sais, vous n'acceptez pas les démarcheurs, etc., etc. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut faire au livre, qui est très axé sur le démarchage et qui est très axé sur des exemples qui sont un peu désuets, un peu vieux. Mais imaginez que vous fassiez démarcher. Est-ce que vous êtes pour la prévention routière? Est-ce que vous êtes pour la sécurité routière? Est-ce que vous voudriez qu'il y ait moins de morts sur la route? Alors vous dites, oui, j'aimerais bien, mais bon, ça dépend, en quoi ça m'engage votre truc? Et là, le seul engagement qu'on attend de vous, c'est que vous colliez un petit autocollant quelque part dans votre jardin avec marqué « Attention, prévention routière », c'est tout. Rien, il y a juste quelques mots, c'est un petit document comme ça, un truc que vous affichez peut-être sur un volet, sur une porte ou quelque part dans le jardin. Si vous acceptez, vous avez donc contribué à un petit engagement, vous vous êtes engagé un petit peu, vous avez pris position en faveur de la sécurité routière, et bien il est prouvé que si ces mêmes personnes reviennent 15 jours après et vous disent voilà, notre campagne elle avance bien, maintenant on aimerait que vous mettiez cette grosse pancarte dans votre jardin, toujours pour attention sécurité routière, en rouge bien flashy, comme ma chemise, comme l'ouvrage également, et quand vous dites attention sécurité routière, vous voudrez bien le mettre dans votre jardin, c'est toujours pour notre campagne, eh bien vous allez être statistiquement beaucoup plus enclin à accepter cet engagement qui est beaucoup plus solide que le précédent qui était tout petit, plutôt que si on était venu vous voir directement avec « est-ce que vous pourriez mettre une grande pancarte dans votre jardin ?» Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un principe de cohérence. Vous avez pris position pour la sécurité routière, vous vous êtes un petit peu engagé, maintenant on attend de vous un engagement un petit peu plus grand, et il est très difficile de dire non en tant qu'être humain. Toujours pareil, dans le but de la sociabilité, dans le but de la cohérence en fait, vous allez augmenter un petit peu votre engagement, et vous allez vous sentir tout à fait en accord avec vous-même vis-à-vis de ça, puisque vous avez pris position. Et ça, ce principe d'engagement et de cohérence, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé. Un autre exemple. Imaginez quelqu'un fasse une enquête et vous demande vos habitudes de consommation. Est-ce que vous allez souvent au restaurant? Oui. Est-ce que vous allez souvent au cinéma? Vous allez dire peut-être j'y vais 1 ou 2 fois par mois, peut-être, ou 1 fois par mois. Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous allez dans les musées, etc. On fait une enquête sur vous. Vous établissez donc une position, un point de vue sur votre vie, quoi. Vous répondez à une enquête tout simplement. Et à la fin, on va vous proposer un carnet de réduction sur les sorties resto, les sorties ciné et les sorties musée. Alors là, vous allez être bien embêté parce que, comme vous venez de dire que vous sortez régulièrement, que vous allez au resto, que vous sortez régulièrement dans les musées, il va être beaucoup plus difficile pour vous de refuser un carnet de réduction à toutes ces sorties alors que vous venez de déclarer que vous y alliez régulièrement, même si c'est qu'un petit peu. C'est beaucoup plus difficile que si on vous avait proposé directement ce carnet et que l'on vous avait dit « Bon voilà, vous l'achetez mon carnet, il coûte 2 € par mois et il vous permet d'avoir plein de réductions. » Tout simplement, vous avez établi une position et pour rester en cohérence vis-à-vis de cette position, ça va vous demander énormément d'énergie. Le troisième principe mis en avant par Robert Cialdini dans l'influence et la manipulation, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quoi? Tout simplement, si vous voyez quelqu'un faire quelque chose, si vous voyez une masse de gens faire quelque chose, c'est que cette chose est normale, c'est que cette chose est sécurisante, est confortable, est sans danger, sans risque, et donc vous pouvez l'utiliser aussi. C'est un peu l'effet troupeau, l'effet mouton si vous préférez. C'est l'effet preuve sociale.
Si d'autres le font, alors c'est que ça doit être bien. Parfois c'est positif, mais souvent on entend des choses négatives. Par exemple, un exemple qui m'a vraiment frappé dans le livre, c'est quand vous faites agresser dans la rue et qu'il y a du monde dans cette rue, il y a techniquement très peu de chances pour que quelqu'un vienne à votre secours. Et il n'est pas rare, en effet, quand vous consultez les informations, que on entende des gens se faire agresser en plein milieu de la rue et sans que personne ait réagi. L'effet preuve sociale est une explication à ce phénomène. Pourquoi ? Vous êtes témoin de la scène, vous sentez qu'elle n'est pas normale, mais comme personne autour de vous ne réagit parce qu'ils se disent quelqu'un est déjà en train d'agir, ou quelqu'un a déjà agi, la situation est normale parce que personne ne bouge, tout le monde est dans l'attente, et finalement, cela renforce le cercle vicieux, et du coup, personne ne réagit. Alors que, en temps normal, si c'était la même scène qui se produisait dans une rue déserte, et que vous étiez la seule personne, le seul témoin, eh ben, les gens, dans 99% des cas, réagissent et se portent au secours de la personne. Au passage, si vous êtes dans cette situation un jour, l'auteur recommande fortement de pointer quelqu'un du doigt et de lui dire « Au secours, vous, là, en chemise rouge, au secours ». Là, la personne se sentira directement impliquée et il n'y a pas de confusion, elle ne risquera pas d'attendre, inconsciemment ou non, que quelqu'un d'autre agisse à sa place. Le quatrième ressort de manipulation et d'influence psychologique, c'est la sympathie. Tout simplement, ce qu'on entend par sympathie, c'est évidemment la gentillesse. Vous avez plus de chances, ça a été prouvé maintes fois, et il y a plein d'expériences qui le montrent dans son livre, vous avez plus de chances d'acheter à quelqu'un qui vous est sympathique qu'à quelqu'un qui est froid, distant, mais qui s'y connaît bien. Quelqu'un qui est sympathique, donc, a beaucoup plus d'influence sur vous. Mais cela ne s'arrête pas là. En fait, dans la sympathie, on prend également en compte la similarité. C'est-à-dire, je m'explique. Imaginez que vous ayez affaire à un vendeur qui non seulement se montre sympathique, mais très vite se trouve des points communs avec vous. Peut-être qu'en voyant votre plaque d'immatriculation, il s'est dit « Chouette, j'ai habité la même ville pendant très longtemps ». Ou alors, il voit un signe distinctif et vous dit « Ah, mais moi aussi je suis fan de tel groupe » ou de telle ville ou de telle équipe sportive. En faisant cela, même si la personne ne vous connaît pas depuis longtemps, elle établit déjà des similarités avec vous. Tout de suite, un lien plus sympathique se dégage et vous avez plus de chances de vous faire avoir, mais également plus de chances d'acheter. C'est pas que dans le négatif. Attention, le truc c'est que cette similarité, inconsciemment ou non, l'être humain la recherche. Quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui a les mêmes goûts que vous, quelqu'un qui a les mêmes idées politiques que vous, quelqu'un qui a le même habillement que vous, quelqu'un qui est d'apparence sympathique, tout simplement. Tout ça, ce sont des ressorts qui vont jouer et qui peuvent être actionnés à distance, ne serait-ce que par l'habillement. Avant-dernier principe, celui de l'autorité. L'autorité, tout simplement, si quelqu'un représente une autorité et vous donne un ordre, ou vous fait une suggestion, ou vous fait une proposition, vous allez être beaucoup plus enclin à le prendre au sérieux et à vous laisser influencer que si c'était quelqu'un de la vie de tous les jours. Si quelqu'un est habillé en policier par exemple, et vous demande de dépanner de l'argent à quelqu'un d'autre qui est plus loin et qui n'a plus d'argent pour payer son parc-mètre, vous allez être beaucoup plus enclin à débourser le fameux argent pour aider cette personne, plutôt que si c'était quelqu'un qui venait vous voir habillé comme dans la vie de tous les jours. Le principe d'autorité est toujours naturellement suivi par l'être humain. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'uniformes, que les gens qui portent une blouse blanche dans les pubs, vous savez, ont beaucoup plus de facilité à vous vendre du dentifrice par exemple, alors qu'en France, on n'a pas le droit les docteurs n'ont pas le droit de tourner de la pub commerciale pour des dentifrices par exemple. Mais on va les prendre au Canada, on va les habiller d'une blouse blanche, et puis tout de suite ça va donner un aspect plus médical, un aspect plus sérieux, un aspect je sais plus de quoi je parle. Et donc vous allez être influencé beaucoup plus facilement. Et enfin, le dernier principe est le principe de rareté. Quand quelque chose est rare, il est tout de suite beaucoup plus attrayant, beaucoup plus désirable pour quelqu'un. Là encore, Robert Cialdini revient sur pas mal d'expériences qui ont été menées, des trucs dingues, parce que les gens sont persuadés d'être au-dessus de tous ces principes que je vous ai dit, de ces 6 critères, de ces 6 boutons, de ces 6 leviers d'influence. Ils sont au-dessus, ils pensent être au-dessus, mais ils se font quand même avoir. Ils se font quand même influencer, manipuler de la même façon. Et même, en ce qui concerne le principe de rareté, il le dit très bien, même si les gens sont conscients que quelque chose qui est rare n'est pas forcément de meilleure qualité, eh bien les gens vont quand même avoir beaucoup plus d'attrait, beaucoup plus de désir pour cette chose-là.
waouh, un véritable classique que je vous recommande absolument. C'est une perle. C'est le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de l'année. Alors, est-ce que ce livre a des défauts? Oui, je lui reproche de ne pas être très augmenté en fait, vu que c'est le même livre dont les exemples commencent à dater un peu. Je veux dire, le démarchage, il y a beaucoup d'exemples autour du démarchage, des sectes, etc. Donc les sectes, c'est très intéressant, le démarchage aussi. Mais les modes de commerce ont un petit peu évolué. Ça reste tout à fait valable. Attention, les 6 ressorts, les 6 moyens de pression sont tout à fait valables. Le seul truc, c'est que les exemples commencent à dater un peu. Il serait bien qu'une version 2018 voit le jour, où on voit un petit peu plus comment cela fonctionne, avec des exemples de la vie de tous les jours, des exemples peut-être un peu plus parlants, parce que là, plus les années passent, plus on se distancie finalement de cet ouvrage, et c'est dommage, parce que je le répète encore une fois, c'est un classique que vous devriez lire absolument. Donc voilà, c'était Jean-Yves pour la 4e semaine du défi. Yes! La semaine prochaine, je m'attaque à La parole est un sport de combat, donc un livre sur l'art oratoire. J'espère que cette chronique vous a plu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!